dernier, serré dans les Pyrénées-Orientales, faisait un accueil triomphal à Salvador Dali. Motif de ses réjouissances, Dali avait décidé de retrouver une deuxième jeunesse en venant ressusciter à Céré la Rossignolesque, comme il l'a baptisée. Dali, à l'image de César triomphant, allait accomplir sa métamorphose. Un tel événement méritait d'être souligné publiquement et ce fut fait sous la statue d'un rhinocéros par M. Sageloli, maire de Céré. C'est avec une joie qui déborde dans tous les coins de la ville de Céré que nous vous accueillons et nous vous souhaitons une bienvenue. À notre arbre généalogique, il aurait manqué dans la postérité le nom prodigieux de Salvador Dali. J'ai la conviction que les radars qui vous mettent en communication avec l'univers vous ont révélé qu'à Céré, dans cette petite ville qui a inspiré les plus grands peintres de notre siècle, vous trouverez un lieu favorable à votre résurrection. Pour Dali, le moment était venu de plonger dans l'extraterrestre, au bras de Gala, sa femme, première intéressée dans cette aventure. La mort elle-même, face à Dali, avait des attentions charmantes. Et puis soudain, le miracle se produisit. Déchirant ses voiles, la mort donna naissance à un être angélique. Dali, face à sa propre résurrection, plus personne ne parlait. Le maître en plein romantisme songeait aux insondables et infinies immensités cosmiques, sans oublier pour autant de rendre grâce à Dieu. C'est aux arènes que devait avoir lieu la première manifestation de l'esprit dalinien ressuscité. Et ce fut un banquet sur le sable reniflant encore le sang des fauves cordus. Les gambas y firent figure de veau gras. Dali, après y avoir mordu, devait dire « La sublimité du subconscient est atteinte ». La foule dans les gradins s'attendait à autre chose et lut un spectacle tauromachique de tradition cérétane. Les mouches étaient aussi de la fête et Dali leur extirpa le flot paranoïaque qui est le signe de son génie. Pendant ce temps, le taureau marchait vers son destin. Bientôt, il fallut songer à quitter Céré pour se rendre à Perpignan. Dali, venu en chrysalide le matin, repartait en papillon le soir. Dans un wagon de marchandises, les limites du sublime étaient atteintes. Dali saluait et embrassait la foule qui s'était massée sur son passage. Il songeait à la rencontre qu'il allait avoir avec le père de l'antigravitation, le docteur Pagès. Une théorie, l'antigravitation, qui, liée à la théorie dalinienne de l'hibernation, doit, paraît-il, bouleverser l'univers. À la gare de Perpignan, il est 17h21. Dali est happé par la foule. Il fait la connaissance du docteur Pagès et il est littéralement porté vers le hall de la gare de Perpignan, centre de toutes les merveilles du monde. Là, c'est le secrétaire général de la mairie, M. Loustalot, qui va le recevoir. En l'absence de M. le député maire, je suis très heureux de vous souhaiter une cordiale bienvenue dans notre belle ville de Perpignan et dans ce hall de la gare de Perpignan que vous aimez tant. Merci. Bravo! Bravo! Silence! L'Espagne a l'honneur d'avoir inventé le mysticisme vertical, et cela à base de deux artefacts. Mécanique mystique, l'un le sous-marin qui a le premier navigué sous l'eau, dû au grand inventeur Narcisse Monturiol, et le second
la firme qui a inventé l'auto-hero, que c'est l'hélicoptère d'aujourd'hui. Mais il était réservé à Perpignan la gloire la plus grande de notre époque, celle d'avoir trouvé l'antigravitation par le docteur Pagès de Perpignan. Dehors, devant la gare, autour de la calèche qui allait amener dans un tour de ville retentissant Dali et Gala, une foule compacte et hurlante. Pendant toute la traversée de Perpignan, le cortège menait grand train à son allure de carnaval. Une halte pourtant chez les plus anciens bijoutiers de la ville, les frères Ducommun, où une jeune fille offrait à l'intention de Gala une bague représentant une mouche. La mouche ayant servi de modèle à la bague avait été capturée, dit-on, la veille sur le visage même de Dali. Passant sous la porte en briques rouges du Castillet, la calèche allait vers sa dernière étape, les jardins de San Vicens. Dans cette merveilleuse maison, où Firmin Bobby reçoit les plus grands céramistes contemporains, Dali allait connaître l'apothéose de son voyage catalan. Prenant place sur une estrade royale, recevant l'hommage de l'encens, Dali devait saluer les invités d'une manière on ne peut plus énigmatique. Una politica pica pallerica cama torta y bacarica batanisis polchix pix pallerix cama torta y bacarix. Si la polla no hagués sigut xica pica pallerica cama torta i bacarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics, cama torta i bacarics. Oh, Salvador Dali à la voix olivâtre. Les applaudissements ont crépité comme le scandale sur tes talons. La musique a éclaté et les sardanes ont commencé pour le bouquet final. Oh Salvador Dali, n'est-ce pas toi qui as écrit la seule différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Le 27 août 1965, Salvador Dali entreprend son fameux voyage baroque jusqu'au centre du monde. Tout commença début août. Philippe Villa, peintre catalan et ami de Dali, organise une rencontre à Portiegat avec une délégation cérétane pour convaincre l'artiste catalan de l'importance de sa venue à Céret. Dali est emballé par l'idée mais pose une seule condition. Une étape à Perpignan est nécessaire car pour lui tout l'univers converge vers la gare de Perpignan. Une importante logistique est déployée par l'ORTF qui mobilise une équipe de plus de 8 caméras pour suivre pas à pas le divin Dali. Le 1er septembre 1965, la télévision nationale diffusait le film Viva Dali, après le journal télévisé de 20h.
Cette journée devait rester dans les mémoires sous le nom de Voyage triomphal. Salvador Dali invitait souvent l'indépendant à Port-Guigat parce qu'il avait une relation privilégiée avec l'indépendant, ce qui fait que l'édition Costa Brava lui servait un petit peu de tremplin. Il ne faut pas oublier que Franco était encore vivant et que la presse en Espagne n'était pas aussi libre qu'elle l'est maintenant. Donc l'indépendant ayant créé une édition Costa Brava sur tout le littoral de la Costa Brava, Dali avait trouvé qu'il était intéressant de faire venir les journalistes de Perpignan pour montrer ce qu'il faisait et pour avoir un retentissement sur sa personnalité. Quand il y avait Antoine, le chanteur, quand il y avait Charles Trenet qui venait, eh bien, son secrétaire avertissait l'indépendant et le service photo se déplaçait évidemment, se régalant de tout ce que pouvait nous procurer Dali au niveau de l'image. Mais Salvador Dali avait toujours eu cet attachement pour Perpignan. Perpignan qui était une ville, il aimait bien s'y promener, rencontrer des gens, il leur parlait, les gens le reconnaissaient, et ça lui faisait plaisir. Il mangeait à l'Hôtel de France, chez Boigas, notre ami Boigas, et il s'y plaisait à Perpignan, il y passait la journée. À chaque moment qui passe, de plus en plus la certitude que la gare de Perpignan est destinée à devenir un des endroits cosmiques les plus importants dans la cosmogonie dalinienne. Aux environs des années 65, il avait eu l'idée de faire un tableau sur la gare de Perpignan qui pour lui était le centre du monde. Et il nous avait expliqué pourquoi Perpignan, gare de Perpignan était le centre du monde. Il peignait à l'époque des énormes tableaux, comme il en a peint toute sa vie, qui faisaient 3x4, des gros trucs, qui ne pouvaient partir que par serrer avec le petit train de marchandises, qui amenait à la gare de Perpignan, dans les wagons de marchandises, ces grands tableaux qui partaient pour les 4 coins du monde, puisqu'en avion on ne pouvait pas porter ces tableaux. Et donc il avait décidé que Perpignan deviendrait le centre du monde antigravitationnel, anticosmique et anti je sais pas quoi, parce que Perpignan était pour lui le centre du monde, parce que ces tableaux partaient à travers tout l'univers. On connaît l'intérêt passionné que Salvador Dali porte à la gare de Perpignan. À cette époque, Dali partage son temps entre Paris, New York et Cadaqués, la gare de Perpignan étant le point de départ de tous ses déplacements. Entre septembre et décembre, il séjourne à Paris, à l'hôtel Meurice ou au Ritz. Puis, il s'installe à New York jusqu'au mois d'avril, pour repartir sur le vieux continent et passer les beaux jours dans sa maison de Port-Guigat. À Paris et New York, il joue au Dali médiatique, pendant que le capitaine Moore se charge pour lui des transactions financières. Mais c'est à Cadaqués que Dali prend toute sa dimension artistique et peindra tous ses chefs-d'œuvre. Et c'est dans la petite ville de Céret que débuta le fameux voyage triomphal du divin Dali. Après son élection, en 1964, Michel Sageloli a voulu redonner un gain de renouveau à la culture cérétane qui s'était un peu endormie. Et il cherchait une idée géniale pour donner un coup d'éclat, un trait de lumière sur la ville. Nous cherchions à l'époque une idée pour essayer de lancer notre office, enfin ce qui est devenu l'office du tourisme maintenant, ce qu'on appelait à l'époque le syndicat d'initiative. Et ça venait d'être créé, on cherchait une idée de lancement. Bon, c'est sorti à la suite de conversations entre amis et de recherche collective d'idées, quoi. Et avec Philippe Villa, ils ont conçu l'idée que Salvador Dali n'était jamais venu à Céret. Peut-être un peu de rivalité entre Salvador Dali et Picasso, parce que le musée de Céret était l'antre de Picasso, avec toutes ses donations. Et il se dit, pourquoi pas, Dali ne viendrait-il pas à Céret? Vu l'exubérance du maître,
ceci serait une sorte d'explosion qui donnerait à la ville une autre, je ne sais pas comment dire, une autre expression de création. Et Philippe Villa fut le missi dominici de cette visite. Il entreprit une ambassade auprès de Salvador Dali, qui ne rejeta pas l'idée. Et plusieurs réunions furent nécessaires pour préparer cette visite. Nous nous rendons donc à Porligat, on sonne à la porte de chez Dali et il n'y avait personne. Alors, tout de même, on avait pris rendez-vous, on était un peu gêné, inquiet. On demande à un pêcheur du coin qui nous dit « Ah, mais il est parti en mer ». Alors, il est parti en mer, conciliabule, c'est Serreta, on a dit « Michel, à mon père, il faut que tu ailles le rencontrer en mer ». On a loué une barque à un pêcheur du coin, une barque en bois, et mon père est parti tout seul à la rencontre de Salvador Dali, qui était pas très loin d'ailleurs, mais on le voyait tout petit, on le reconnaissait pas. Et cette première rencontre s'était faite donc dans la baie de Porligat et de Cadaqués. Alors là, il s'est excusé de ne pas avoir été présent, d'avoir oublié, et il nous a donné rendez-vous pour, dans l'après-midi, que l'on discute de tout cela. Et à l'heure dite, on s'est présenté devant chez lui, où on a été très bien reçus. On a passé, je crois, 3 heures ensemble dans ses jardins. Il était en train de peindre un cheval, qui a fait qu'il nous a parlé de l'origine du monde à partir du cheval. Pour lui, c'est un cheval qui était à l'origine du monde. Il fallait le faire, quand même. Cet après-midi s'est terminé, nous sommes rentrés chez nous avec la promesse d'un deuxième voyage. Dans ce deuxième voyage étaient présents 2 des adjoints de mon père, Paul Thibault et Pétrache, qui venaient de découvrir en dessous de la mairie de Céret, une immense cave magnifique, voûtée. Je ne sais pas de qui est venue l'idée, très certainement du maître. Ils ont proposé à Dali, entre autres, de faire une résurrection, dans cette cobe. Et on est parti là-dessus. Lui, l'idée l'enchantait parce que c'était quelque chose qui rentrait tout à fait dans l'esprit surréaliste. Et puis, il avait très envie de faire quelque chose d'un petit peu étonnant, qui sorte de l'ordinaire. Surréalisme. Mais les Serretans, entre eux, dans la voiture, ont décidé qu'ils allaient lui en remontrer. Et ils se sont promis de lui faire une journée comme il n'en avait jamais connue, ce que mon père a traduit en disant « Li mostrem que podem estre mes boig qu'ahir ». Et quand ils sont revenus de là-bas, ils ont raconté, ça a fait le tour du village, et tout le monde a dit, mais on participera à ça à 100%, quoi. Et tout le monde s'est mis à fabriquer ses papillons, et ses arcs de triomphe, ce rhinocéros, ses estrades. En fait, c'était très excitant pour la population de Céret. Et tout le monde s'est mis à préparer la venue de Dali, y compris les écoles, les enfants des écoles qui avaient dessiné les papillons, les coccinelles, toutes les décorations. Et tout a été fait par d'une part les enfants, d'autre part des bénévoles comme nous. Toute la ville a participé. Mais participer, non pas en curieux, mais en véritable acteur de cette journée. Bé, en aquell moment jo tenia 22 anys, feia poc que havíem instal·lat a Ceret amb el meu tio, que havíem instal·lat una botiga de fotografia a Ceret, i aquest esdeveniment va ser el primer gran reportatge, el meu primer gros reportatge en tant que professional. Va ser un gros esdeveniment a Ceret, suposo que mai es havia vist tanta gent a Ceret fins aquell dia. Feia mesos i mesos que es preparava això, tothom parlava de venir d'Avia Ceret, la gent deia poc vindrà mai, i un dia, catacrac, el dia va arribar, el senyor Dali arriba a Ceret, i va haver una grossa festa, doncs els carrers plens de gent, hi havia gent per tot. C'est le garage Fa qui est allé le chercher en voiture, dans une voiture américaine.
Il est arrivé en voiture américaine avec Gala. Il est descendu de la voiture, ils sont montés dans une calèche. Alors il était muni de lunettes psychédéliques blanches, avec juste une fente pour voir un tout petit peu. Il y avait le capitaine Moore qui tenait l'Ocelot dans ses bras. Gala qui n'était pas toujours contente de participer à ces fiestas que lui il se régalait. Madame, est-ce que vous avez fait bon voyage? Moi je ne parle pas. Ah, vous ne parlez pas trop. Oh, il devait être 10h du matin, hein. Le cortège s'est mis en branle, les enfants de la ville d'abord, la fanfare, la calèche, la coble derrière, et toute la municipalité, toute la ville, qui a fait un magnifique cortège qui s'est terminé finalement par une véritable marée humaine qui est rentrée dans la ville, a fait le tour de la ville, est allé jusque sous les arcades. Le comité des fêtes avait fait, comme pour un tour de carnaval en carton-pâte, un rhinocéros. Il y avait des cages avec des rossignols, je me souviens, des oiseaux. Il y avait donc le capitaine Moore qui avait un ocelot en laisse, qui essayait de piquer, d'attraper ces rossignols dans les cages. Mon père a reçu officiellement Dali par un long discours, le discours auquel le maître a répondu par un discours très dalinien. On les avait invités tous à son nouveau mariage avec Gala, selon le rite copte. Il fallait qu'on aille en Égypte. Alors j'ai dit, bon, moi, on n'est pas prêt d'y aller. Enfin voilà, donc je sais je sais pas si c'est remarié selon le rite copte, mais enfin bon, il nous avait invités à cela. Ah, je me régale con este programa, estoy feliz. Després vàrem passejar pels carrers de Ceret, hi va haver la cerimònia en el soterrar del sindicat d'iniciativa, en el Cabó, que jo hi vaig pas poder anar perquè és molt petit i només hi varen poder entrar unes quantes persones. Le comité d'animation avait monté un truc très très sympa, un énorme squelette de 2 mètres de haut, dont le thorax s'ouvrait. Et dans le thorax, il y avait une petite fille. Alors, on est descendu dans cette crypte un petit peu pressé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, Dali a compris qu'il devait aller vers ce squelette, ce qu'il a fait. Et lorsqu'il s'est approché du squelette, ce torse s'est ouvert, ce qui a provoqué, je peux vous le dire, j'étais présent, un léger mouvement de recul du maître. Et à l'intérieur de ce coffre était une petite fille adorable qui tenait et qui y a tendu une rose. Alors Dali s'est aussitôt repris, a pris la rose, s'est agenouillé et ça a été un moment son moment de résurrection. C'est là qu'on a compris qu'il a été pris à son propre jeu. Il a eu quelques minutes d'une telle surprise qu'il est resté vraiment un petit peu tétanisé, puis il s'est agenouillé et il a fait le signe de la croix, comme s'il était devant une apparition réelle. Mais il y a eu quelques secondes où les choses sont devenues réelles pour lui. Et ça, c'était fabuleux parce que là, la réalité dépassait la fiction. Alors là, il a senti que c'était son âme qui renaissait dans la Mecque du cubisme acéré. I després d'aquesta cerimònia va haver una altra volta per Ceret i varen acabar doncs, a les arenes on hi va haver una grossa festa amb un dinar, amb un toro embolat i acabat de les arenes amb una calor que feia
Feia una calor que tothom estava mort de calor. Et nous, on avait prévu quelque chose un petit comité, et on n'avait pas saisi que ça allait prendre cette ampleur-là. Et vite, au dernier moment, on s'est retrouvés obligés d'aller chercher des gambas en Espagne pour compléter le fameux repas de Dali et de ses invités surtout, parce que c'était les invités qui nous ont un petit peu débordés là. Et donc c'était mon mari qui s'est retrouvé obligé de partir à toute vitesse en Espagne, à côté, quoi. Puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas encore de gambas à serrer. Et le maître avait demandé des gambas, donc on avait fait face. Pendant le repas, les Serretans ont fait leur traditionnel borrouch, c'est-à-dire un taureau fabriqué par deux Serretans cachés à l'intérieur, et en même temps est sorti un picador sur un vrai cheval, un vrai picador avec un bâton à la place d'une pique, bien sûr, et ils ont effectué une parodie de cette phase de la corrida. Et alors ça a beaucoup amusé Dali, parce que c'était un petit clin d'œil à l'Espagne, et c'était très sympa. Mais ça s'est très bien passé. Outre évidemment qu'il faisait une chaleur torride dans ses arènes en plein mois d'août. Dali était habillé, il faut le dire quand même, en costume blanc, amiral il s'était nommé amiral de la flotte de Port-Lligat, parce qu'il avait 3 barques catalanes, donc il s'était habillé en amiral. Et on s'est assis sous des parasols qui étaient des parasols disparates, et on a mangé. Alors il y a Dali qui mange des gambas, il les mange très délicatement, il les suce, il les montre à gala. Et de là, on est parti à la gare de Céret où a eu lieu le départ dans le train qui nous a menés, et dans le fameux wagon de la gare de marchandises, le même wagon qui avait servi au tableau. On arrive à la gare de Céret, et la foule était toujours là. Il y avait, je sais pas moi, 2000 personnes. Pour se frayer un passage pour arriver dans le wagon, ça a été terrible. Alors on est rentré dans le wagon, ce wagon était au soleil depuis le matin, c'était une serre épouvantable. Et alors il y avait 2 sièges, Dali et Gala se sont assis dans ces trucs, il y avait quelques muses, quelques pin-up qui étaient pas mal, le capitaine Moore avec toujours son osselot, le chef de train dans le wagon. Cet enthousiasme serretan a débordé les limites de notre ville, puisque partout, cette foule s'était retrouvée de Céret à Perpignan pour le voir, lui crier sa joie, ce qui fait que le train s'est arrêté pour que Dali puisse aller dire quelques mots. On savait qu'il allait passer donc à Aisne en train. Et il s'est arrêté, le train s'est arrêté, donc il y avait un train de marchandises avec une ficelle devant la porte pour qu'il tombe pas. Et il y avait 1 ou 2 wagons de passagers avec des jeunes de Céret qui avaient des affiches, ils avaient piqué des affiches à l'époque, il y avait la réclame de la lessive Génie. Et alors ils avaient mis le Génie. Voilà, donc ça faisait tout un staff là qui le suivait. Et à Aisne, j'étais tout à fait étonné parce que c'était 4 ou 5 heures de l'après-midi et c'était bourré de monde. Alors que les gens se fichaient complètement de la peinture et tout ça. Bon, mais pour Dali, les gens étaient là. Et il est descendu. Alors c'est Michel Briqueux, l'ancien instituteur d'Aisne, qui était son garde du corps. Je sais pas pourquoi, comment il s'est débrouillé pour être son garde du corps, qui a dit, attendez, le maître va descendre. Alors, on a aidé à descendre ce wagon de marchandises. Tout le monde s'était écarté, on savait pas ce qu'il voulait faire. Il est allé au WC de la gare, qui était des WC à l'extérieur, avec une porte avec la porte qui se ferme avec un cœur dessiné à la porte pour laisser passer un peu d'air. Et après, il me dit, Jacques, va faire la photo de la porte parce qu'elle va être mondialement connue. C'est une porte maintenant. J'ai dessiné quelque chose derrière. Il avait dessiné un papillon. Et bon, après, il est reparti. Et là, c'est là qu'il m'a signé un autographe et qu'il m'a piqué le stylo. Bon, le train est parti, il n'a pas eu le temps de me le rendre. Et on a appris donc que dans la porte, il avait fait un dessin. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On est allé voir, bien sûr, il y avait un papillon fait au feutre. Un tout petit truc comme ça, hein. Et dans la nuit, avec un ami d'Aisne, on a essayé de voler ce papillon, mais bon, on était avec des tournevis ou des ciseaux à bois, j'en sais plus, avec un petit marteau, et on a essayé de taper pour enlever ça, mais on a réveillé le chef de gare qui nous a fait partir, quoi, bien sûr. Donc on n'a jamais pu voler ce papillon.
Et plus tard, la porte a été repeinte dans le marron traditionnel, enfin officiel de l'administration. Et donc voilà, donc ce papillon a disparu. Alors l'arrivée à Perpignan, d'abord, ça avait été épuisant parce que dans le wagon, vous imaginez qu'il n'y avait pas la climatisation. Dali avait d'ailleurs fait une petite sieste sur les fauteuils qu'on lui avait mis dans le wagon, entre Elne et Perpignan. Il est arrivé quand même un peu fatigué. Le train avait en plus du retard. Et quand on est arrivé, il y avait quand même une énorme foule. Le docteur Bayat en tête, qui était le président du syndicat d'initiative de Perpignan à ce moment-là. Il y avait le docteur Bayat. Il y avait François Barnol, qui avait été l'organisateur, et qui dirigeait un petit peu les opérations. Beaucoup d'étudiants de la faculté de Perpignan. Alors Dali est descendu d'abord de son wagon majestueusement, bien accueilli, la foule, bravo, maître, vive le maître, vive le maître. Bon. Le professeur Pagès a fait un petit discours dans le hall de la gare de Perpignan, et le professeur Pagès était un professeur qui travaillait à l'université sur l'antigravitation, et Dali avait trouvé que c'était très bien, puisque il avait trouvé lui les mouches anticosmiques, antigravitationnelles, qui tapissaient les murs de la gare de Perpignan, les papillons et tout un tas de choses. Donc avec le professeur Pagès, ils ont eu une rencontre assez sympa. L'Espagne a l'honneur d'avoir inventé le mysticisme vertical, et cela à base de deux artefacts. Mécanique mystique, l'un le sous-marin, qui a le premier navigué sous l'eau, dû au grand inventeur Narcisse Monturiol, et le second, la Cierva, qui a inventé l'autohero, que c'est l'hélicoptère d'aujourd'hui. Mais il était réservé à Perpignan la gloire la plus grande de notre époque, celle d'avoir trouvé l'antigravitation par le docteur Pagès de Perpignan. La calèche les attendait sur le quai de la gare, enfin sur la sortie de la gare. Il y avait des agents de police avec les casquettes et au garde-à-vous qui faisaient une haie d'honneur à Dali et à Gala, avec le capitaine Moore qui suivait avec l'Osselot dans les bras. Et ils ont embarqué dans une calèche. La foule suivait derrière et ils ont fait le périple par le Palmarium, par la place Arago, et ils sont arrivés devant chez Henri Ducommun, la bijouterie de Perpignan au Carillon, celle qui sonne les cloches toutes les heures et les demi-heures. Alors la mise en scène a été décidée en accord avec mes parents par François Barnol de la RTF, et c'est lui qui a demandé qu'une jeune fille en tenue de danseuse vienne offrir dans la rue à Salvador Dali, sur un coussin catalan bien entendu, la bague que nous lui avons offerte donc à cette occasion. Salvador Dali s'est emparé de la bague, il est monté sur la calèche et il l'a offerte immédiatement à Gala, qui l'a passée à son doigt. Et par chance, elle y allait bien. On n'avait aucun numéro de doigt, mais la bague allait bien à son doigt. Alors le modèle de la mouche a été dessiné d'après des modèles que nous avons sur ce catalogue qui date de 1880, et cette mouche a été dessinée par mon oncle et mon père à l'époque. C'était un dôme, une bague avec un dôme en or et une mouche en grenat, avec les ailes en grenat, le corps en grenat catalan bien entendu. Pourquoi une mouche? Parce que Salvador Dali aimait les mouches, c'était un fanatique de la mouche. D'ailleurs, mon père avait été reçu à Port-Yégat. Il a assisté dans le jardin du maître à une séance vraiment extraordinaire. Le maître enduit de confiture qui s'exposait au soleil et qui attendait que les mouches viennent sur lui se promener, ce qui le mettait en transe immédiatement, et c'était vraiment un spectacle formidable. Et pourquoi la mouche aussi? Parce que Salvador Dali était un fanatique de la mouche, parce que la mouche avait mis en déroute les armées françaises.
Comment cela? Eh bien, les armées françaises sous Napoléon ont attaqué les provinces d'Espagne, Catalogne, et elles ont été décimées par les moustiques et les mouches qu'il y avait dans les marais. Et en fait, dans la légende, il existe un tableau à Gérone, qu'on peut voir dans une église, qui montre les soldats de Napoléon en train de violer le tombeau de Saint-Narcisse, qui était le saint de Gérone, pour essayer de trouver des bijoux. Et à l'ouverture du tombeau, une nuée de mouches piquantes est sortie du tombeau et a mis à déroute les soldats, ce qui a beaucoup amusé Salvador Dali, qui a trouvé que cette petite bête qui mettait en déroute des armées, c'était vraiment formidable. Et le cortège, après ça, a continué jusqu'à San Vicens. San Vicens qui était un lieu fabuleux, un jardin extraordinaire, une villa, n'en parlons pas, superbe. Salvador Dali est arrivé avec son escorte, le capitaine Moore et ses égéries. Firmin Bobby est venu l'accueillir. Dali et Firmin Bobby se connaissaient pour une raison qui est assez curieuse, à savoir que mon grand-père était très ami avec le directeur de l'école Saint-Joseph qui était à Figueres. Il avait voulu que son fils, qui était français pourtant, soit scolarisé à Saint-Joseph, et Dali était scolarisé également là-bas. Donc ils sont connus à l'école en Espagne. Et après donc ils se sont retrouvés de nombreuses fois puisque mon oncle était à Paris. Et lorsque Dali a fait ses débuts à Paris, ils se sont rencontrés à Paris et Dali avait plaisir de rencontrer un Catalan français. Firmin Bobby était un mécène et il recevait des tas de gens des artistes qui venaient tourner des films. Et il y avait des fours de potiers. Jean Lursa venait y travailler, faire des poteries. D'ailleurs, la porte du four de San Vicente s'appelle la porte de l'enfer. Elle est ornée de céramique de Jean Lursa. San Vicente Dali avait plutôt demandé à San Vicente de faire les personnages d'une crèche. Et cette crèche donc avait été exposée pour l'inauguration de l'aéroport d'Orly. Alors elle était constituée d'une grande oreille réalisée par Dali, et à l'intérieur qui symbolisait une grotte en quelque sorte, et les personnages avaient été réalisés dans nos ateliers. C'est vrai que ce bain de foule était très agréable parce que les gens rigolaient, mais en même temps, tout Perpignan n'était pas là. C'était assez réduit malgré tout. Et enfin, on s'est tous retrouvés ici, à San Vicente, autour d'une folie. Il y avait une grande estrade avec deux grands fauteuils où Gala s'est assise à côté de Dali. Il y a eu tout un tas de manifestations folkloriques. L'Esbardansaire a dansé pour Salvador Dali. Dali a fait un petit discours dont je ne me rappelle pas tout à fait le texte, et qui devait être aussi dalinien que Dali pouvait l'être. Ma mère avait été un peu amusée parce que Dali avait fait un speech un peu particulier avec des onomatopées qui n'avaient pas un sens très précis. Et que ma mère a dit, mais ce poème génétique, c'est une chanson que l'on chantait quand on était petit, quand ils jouaient à la corde, les filles. Hein. La poille, pique-poille, je sais pas si vous l'avez. Poille, chica, pique, payerica, cama, torta, y bacarica, batanissis, polchix, pix, payerix, cama, torta, y bacaric. Si la poille no que sigut chica, pique, payerica, cama, torta, y bacarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics, payerix, cama, torta, y bacaric. J'étais plutôt content que on ne comprenne pas tout ce qu'il disait. Et j'aimais voir Dali plein de plaisir d'être habillé en officier de marine. Et au fond, la gare de Perpignan, pour Dali, c'était un endroit, le centre du monde,
Et tout ça, c'était un endroit important pour lui. Le meilleur secrétaire qu'a eu Dali, c'est Peter Moore, l'ancien ami du fils de Churchill. Et en étant représentant de la London Film à Rome, il avait équipé le palais du pape de 7 ou 8 télévisions dans les chambres successives, dans les enfilades de salons. Et tous les jours, il allait au Vatican régler ses postes de télévision. Et tous les jours, il voyait le pape. Et Dali cherchait à voir le pape pour faire un coup de pub. Et Moore lui a dit, mais moi, je peux vous faire rencontrer le pape. Et il l'a amené régler les postes de télévision. Mais c'était pas officiel. Ça n'a pas paru dans les journaux. Et automatiquement, Dali s'est déclaré déçu. Mais enfin, ils avaient lié contact. Et Moore, qui est un super commercial, a expliqué à Dali comment il pouvait gagner de l'argent. Et il lui a fait gagner pendant 20 ans. Et il faut se souvenir que c'était de 50 à 70. Il a fait gagner à Dali 30 millions de dollars. Sur lequel il a touché une commission de 10%, ce qui a fait 3 millions de dollars, qui est déjà une somme énorme. Seulement, la différence entre Dali et Moore, c'est que Moore a fait fructifier cet argent, et Dali l'a dépensé. Surtout Gala. Mais enfin, Dali, t'es grand train quand même, hein. T'es les palaces, à droite à gauche. Et, bon, à la fin, si vous voulez, Dali s'est retrouvé le génie, et Moore s'est retrouvé le financier. C'est lui qui s'est occupé de tout. C'est lui qui a passé tous les contrats. C'est lui qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. Et contrairement à ce que certains ont dit, surtout en Espagne, ça a été le secrétaire de Dali le plus honnête. Moi, je peux vous le certifier, parce que j'ai assisté à tous ces déballages. Et tout était organisé, synchronisé, il a fait un travail magnifique auprès de Dali. Ensuite, évidemment, lorsqu'il y a eu une brouille, il y a eu l'histoire des 2 faux de l'exposition au Palais des Rois de Majorque. Mais enfin, ça s'est éclairé parce que un des faux Dali, c'était Dali qui l'avait signé lui-même. Donc, c'est difficile de dire que Dali signe un faux. Mais il l'avait signé, Moore a pu le démontrer, devant un photographe de presse, Paris Match. Et le deuxième avait été vendu par un chef d'orchestre espagnol,
mais qui a fait sa carrière en Amérique, je crois que je ne sais plus comment il s'appelait. Ça a été vendu comme un vrai Dali. Voilà. Et d'ailleurs, il a fallu que ce chef d'orchestre reprenne le tableau et restitue l'argent à Moore. C'était les deux seuls faux qu'il y avait, tout le reste était incontestablement de la main de Dali. Et voilà. Dali est venu ici au début des années 50. Tout à fait au début, avec la vague d'Espagnols qui venaient à Perpignan faire des achats pour des produits qu'ils ne trouvaient pas en Espagne. Et tout à fait au début, à l'ouverture de l'aéroport aussi, il venait pour prendre l'avion quand il se rendait soit à Paris, soit à Paris et ensuite à New York, où il allait chaque année, surtout en hiver. Et à ce moment-là, on est rentré en contact. Il couchait ici avant de partir, il couchait ici en revenant, il prenait ses repas ici, et surtout, lorsqu'il a commencé à faire de la diffusion artistique des lithographies, je recevais les caisses de lithographie, on les déballait, et il venait à chercher au fur et à mesure des besoins pour signer. Puis comme il y a eu les problèmes avec le passage à la frontière, il est venu les signer à Perpignan. Effectivement, lorsque les lithographies arrivaient, c'était juste un papier imprimé, ça n'avait pas la même valeur que lorsque la signature de Dali était apposée dessus. Alors ça a duré une vingtaine d'années. Bon. On s'est un peu lié d'amitié, quoique Dali était un homme un peu spécial, c'est-à-dire que pratiquement il était éteint. Il ne s'animait que lorsqu'il s'agissait de faire une exhibition publicitaire, ou lorsqu'il s'agissait de faire une publicité comme le chocolat Lanvin ou ces choses-là, ou parler des extraterrestres. Mais en dehors de ça, c'était un homme qui arrivait, qui saluait, qui s'asseyait dans un coin et qui bougeait plus. Par contre, sa femme, c'était tout à fait différent. Sa femme, elle bougeait trop même. Bon, alors de toute façon, ça a duré une vingtaine d'années. Et puis, ensuite, lorsqu'il a commencé à être âgé, il n'est plus venu. Oui, alors ça, c'est une séquence qui a été prise aux environs des années 69-70. Parce que j'avais une quarantaine d'années et Dali, qui était né en 1904, devait avoir 65-66 ans par là. Et il était arrivé, précisément, pour prendre l'avion à l'aéroport. Mais comme le temps était différent, et que je crois qu'il y a eu un certain retard, il est venu, mais de toute façon, il passait toujours à l'Hôtel de France. Il est venu s'asseoir un peu au salon, là, pendant que sa femme faisait des courses. Et à ce moment-là, je suis venu le saluer. Un photographe était là. Il a pris ce cliché et je me suis aperçu qu'il avait une valise posée à sa droite et une ficelle enroulée autour de la main. Ça paraissait bizarre, mais je me suis dit, peut-être a-t-il mis son argent dans la valise, ou des objets précieux, et il veut la garder pour pas qu'on la touche. Je me suis ouvert au capitaine Moore, qui était son secrétaire, et Moore m'a dit, cette valise, impossible de savoir ce qu'il y a dedans. Sauf qu'un jour, à New York, il a oublié la valise. Évidemment, Moore s'est précipité pour regarder ce qu'il y avait dedans. Il y avait des colis fichiers. Il y avait je pense que il entassait des petites choses
dont il pensait qu'elle lui portait chance, qu'elle le préservait des mauvais sorts. Mais il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout de valeur. Mais il a continué avec la valise. La première œuvre qui est passée chez moi, c'était un livre qui faisait 1,50 m de haut. Et Dali avait fait la couverture en bronze. Et il avait tiré des clous avec un trabuc. Il avait fait de la publicité avec ça. C'est Fauré qui avait fait ça. Fauré qui vendait les tableaux pour Dali et les dessins. Et l'Apocalypse, donc, il n'y a eu que des œuvres maîtresses de peintres qui ont travaillé pour l'Apocalypse. D'ailleurs, on le présentait feuillet par feuillet. C'est un truc qui devait peser une centaine de kilos, en bronze de 2 cm d'épaisseur et de 1,20 m, 1,30 m de hauteur. Cette nuit-là, Joseph Fauré décida de créer un des plus extraordinaires livres du monde. 210 kilos, 3 ans de travail et 7 grands peintres. Léonore Fini, Bernard Buffet, Salvador Dali, Fujita, Mathieu, Pierre-Yves Trémois, Zadkine et Micheline Nicolas, la calligraphe. À chacune de ses venues en gare de Perpignan, Salvador Dali se présentait toujours au même endroit. Il y avait un pylône et un trou qui était sommairement cimenté. À l'origine, il servait à faire passer les câbles des fils électriques. À plusieurs reprises, lors de ses venues, le maître de Cadaqués plantait sa canne dans ce trou. C'est là le centre du monde, disait le génial moustachu. Mais de plus, il eut la vision d'un chou. Le chou, symbole de la naissance. Le chou, la force vers la guérison. La meilleure vitamine de la gare de Perpignan. Ça y est, le centre du monde, de l'univers, se trouve désormais en terre catalane. Tous les ans, les amis du centre du monde matérialisent ce chou, décoré bien sûr aux couleurs catalane. Tous les 27 août, il rend hommage au divin maître.
Oh, Dali Salvador, esprit de vive braise d'or, comme un défi, elle brûle encore la flamme surréaliste catalane dans le sacré cœur de notre gare. Ici, les amis de Dali sont les anges gardiens de la pensée surréaliste dalinienne. Per molts anys homenatgem al mestre Salvador. Lorsqu'il a commencé à faire de la diffusion artistique des lithographies, je recevais les caisses de lithographie, on les déballait et il venait à chercher au fur et à mesure des besoins pour signer. Mais il a fait à l'auberge de l'Écluse et ici, quand la douane est intervenue. C'était un problème de prix, c'est-à-dire que les lithographies arrivaient de Suisse, d'un éditeur qui est décédé maintenant. Et ces lithographies devaient aller jusqu'à Cadaqués pour être signées par Dali et revenir. Mais évidemment, la valeur n'était pas du tout la même, et les droits de douane, si elles passaient non signées et si elles revenaient signées, ce qui posait un problème extrêmement compliqué à l'éditeur et qui nous dit écoutez, essayez de convaincre Dali de venir. Alors au départ, il devait venir chez nous. Mais quand on a vu le volume des lithographies, on avait un petit appartement et on s'est dit il faut trouver une autre solution. Et alors on a pensé à l'auberge de l'Écluse. Eh bien à l'époque, j'étais employé donc à l'auberge de l'Écluse, qui était le seul 4 étoiles et fleuron du département, et qui avait l'occasion de recevoir beaucoup de personnalités ainsi que de vedettes du show business, de la télévision et du grand écran. En quelque sorte, il y a eu quand même, pour vous citer quelques personnalités, il y a eu Jean-Paul Belmondo, il y a eu Salvador Dali, Charles Bronson, Michel Constantin, Enrique Lucero, toute l'équipe donc du film qui a été tourné à côté de l'Écluse au fort de Bellegarde, l'Ashkumun, où il y avait aussi Claudia Cardinal. J'ai eu encore Stone et Chardin à l'époque où ils étaient ensemble. Il y a eu Zavata, le célèbre clown du cirque qui est décédé. Il y a eu aussi, j'en ai tellement vu, Paul Meurice. Paul Meurice qui était un très bon acteur aussi. J'ai côtoyé Patrick Sébastien, qu'il y avait encore Thierry Luron. Enfin, toute une flopée d'artistes que l'on ne peut plus voir dans le département. Parce que bon, il faut reconnaître que l'auberge de l'Écluse à l'époque était un établissement très réputé et les gens n'hésitaient pas à faire beaucoup de kilomètres pour s'arrêter dans cette étape qui était une étape gastronomique très renommée. Et donc ce soir-là, nous avions été mobilisés, la direction ainsi que le personnel, pour prêter main forte à une signature de lithographie qui était donc faite à l'Écluse. Et cela en recevant donc ce maître qui arrivait avec toute sa flopée, on va dire sa flotte d'accompagnateurs. Alors je me souviens, il y avait Jackie, le photographe de Céré. Il y avait donc le capitaine Moore, sa femme, mon mari et moi-même, l'Ocelot qui était partout. Et l'éditeur, les chauffeurs et toute une équipe. Et on avait organisé donc ces signatures. Et donc le but de la manœuvre était de
de faire signer à Salvador Dali 5500 lithographies en l'espace de, on va dire, 3 heures. Donc notre rôle était de lui faire passer les feuilles, ce monsieur étant assis au salon, signer sans interruption de crayon, on va dire, puisqu'il le jetait, on lui remettait aussitôt un crayon dans les mains. Un taillait les crayons, parce que les crayons s'usaient à toute vitesse. Dali chantait du Bach. Et les autres faisaient passer les lithos, les autres les empilaient. Bon, il y avait toute une espèce de circuit comme ça. Et alors au début, la signature de Dali ressemblait bien à Dali. Dali faisait bon, et alors la signature ressemblait à Dali. Et puis après, au bout d'un moment, ça ne ressemblait plus à rien. Alors le capitaine lui disait, Dali, quand même, faites un petit effort. Ah oui, en effet, c'est vrai. Alors il recommençait, et on recommençait à pouvoir lire Dali. À 2h30 du matin, tout d'un coup, quelqu'un a dit, mais c'est la Saint-Jean, c'est la nuit de la Saint-Jean. Formidable, Dali a trouvé ça formidable. Alors, on va faire un feu. Et alors dehors, on a vite mis des branchages. Et on a allumé le feu. Dali a pris la dernière lithographie avec sa canne dressée. Et il a jeté la lithographie dans le feu. Et la nuit s'est terminée dans la crémation de la dernière lithographie. Dans un envol d'étincelles. Et moi, j'étais toujours aussi fascinée. Et je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote où Salvador Dali a perdu le pommeau en or massif de sa canne dans le feu de la Saint-Jean. Alors, nous voilà tous partis à la recherche du pommeau, car je croyais qu'il allait nous faire un petit malaise cardiaque. En fait, j'estime que ces moments-là sont inoubliables. Hein, c'est un monsieur qui, bon, l'extravagance que tout le monde lui connaît, m'a permis de découvrir qu'on pouvait porter 3 cravates l'une sur l'autre, portées sur une chemise en même temps. C'est quand même bizarre pour cet enfant que je suis, que j'étais du moins, et pas mal de regards, de façon d'être et de faire, hein. Même la façon dont il se comportait à table. Mais bon, pour moi, c'est un moment que j'ai jamais oublié, que je n'oublierai jamais. Et alors, il les signait à l'Écluse, ou il venait les signer ici, quand il descendait. Mais par contre, moi, je les recevais toujours là. Il en est passé, disons, des dizaines de milliers. Alors, pour la signature des lithographies, on mettait 2 tables. Une table comme celle-là et une autre. Alors, Dali s'asseyait là. On lui mettait les piles de lithographies devant. Et au fur et à mesure qu'il les signait, Moore, qui était en face, la faisait glisser sur l'autre table. Voilà. Et c'est une technique très éprouvée. Je pense que ça va assez vite. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que c'est une diffusion de l'art quand même. Hein. Bon, et on pouvait se procurer pas un authentique, mais enfin une représentation dalinesque pour pas trop cher. Alors, ça c'est une partie des lithos donc, ouais. Qui passaient par chez vous à l'époque. Ouais. Celle-là par exemple, ça fait partie des premières œuvres. Cadaqués. Oui. Cadaqués, c'est une œuvre de jeunesse de Dali. D'ailleurs, il suffit de voir sa signature, qui est complètement différente. Et ça date de 1920. Donc Dali avait 16 ans. Là, il peignait un peu à la façon des peintres français de l'époque. Et puis, celle qui est la plus belle, c'est le rhinocéros, là. Le rhinocéros qui est un peu comme une map monde, hein. Ça ressemble à une carte. Et il y en a eu très peu d'exemplaires. Et je crois, moi j'ai eu beaucoup d'offres d'achat pour celle-là. Enfin, moi, on me l'a donné, je la laisse là. Et la corrida. La corrida, c'est une des premières aussi. Et c'est la tache d'encre. La tache d'encre qu'il a répandue.
Et finalement, au départ, il voulait pas faire une corrida. Hein. Mais il y a beaucoup d'imagination, je trouve que c'est très bien. Et puis, le reste, vous le voyez, hein, c'est du Dali tout pur. L'escargot, là, l'escargot avec des épines. On dirait l'escargot avec des épines d'acacia. C'est avec un œil au milieu. Celle-là, là, c'est pas une litho, c'est un dessin original. Ça, c'est l'affiche de la gare. Hein. Le Roussillon qui a été re-signé, ouais. Là, c'est la tête de Picasso, dessinée par Dali. Première affiche du théâtre musée de Figueres. Inauguration en septembre 1974. Oui, c'est ça. Et la plus ancienne. Puis la superbe affiche de la première expo à Paris. Oui, de 1935, à la salle Chopin.